économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. On l'a dit, omniprésente en Afrique. Pourtant, les chiffres montrent que la Chine est un investisseur mineur sur ce continent. Moins de 2% de ses stocks d'investissement étrangers en 2021, contre plus de 63% en Asie et près de 5% en Europe. Alors, comment interpréter ce paradoxe ? Des réponses avec Xavier Oregan, maître de conférence à l'Université catholique de Lille et auteur de « Chine, puissance africaine », un ouvrage récent publié chez Armand Collin. Bonjour Xavier Oregan. Bonjour. Alors, fantasme sur les investissements de la Chine en Afrique ou pas ? Je crois que de tout temps, notamment au XXe siècle, la Chine a fait l'objet de fantasmes, ouais, notamment en Occident. La Chine n'est pas tant présente que ça, du moins sur les investissements, quoi. Sur les investissements, non, puisque la Chine rechigne finalement à s'investir, à avoir le risque finalement d'investir des capitaux en Afrique, alors que dans le même temps, elle va exporter ou importer éventuellement d'Afrique, et puis surtout gagner des contrats en Afrique. Donc l'objectif de l'économie chinoise en général, c'est effectivement de gagner des contrats à l'étranger, notamment en Afrique. Alors ce que vous dites dès l'introduction de ce livre, vous dites que l'Afrique pour la Chine est un réservoir de matières premières, de soutien diplomatique à faire Taïwan et de marché. Oui, effectivement, les matières premières sont indispensable à l'économie chinoise, à l'industrie chinoise, qui produit, bon an mal an, 10% de tous les matériaux et produits dans le monde. Donc, effectivement, elle a besoin de matières premières. Et le continent africain est un réservoir de matières premières à l'échelle internationale, et la Chine, évidemment, y prend toute sa place. Voilà. Et l'aspect diplomatique est important. Oui, bien sûr, dès les années 60, finalement, la Chine, Zhou Enlai, évidemment, Mao derrière, et puis les suivants, Deng Xiaoping, l'Afrique a toujours été, effectivement, un réservoir de voix à l'ONU, mais pas que. Je crois que dans ce livre, vous dites que sur les 54 pays africains, il n'y en a plus qu'un qui a des relations avec Taïwan, c'est ça à peu près ? Oui, effectivement, c'est l'Eswatini, qui a toujours reconnu Taïwan. Et donc le marché, justement, c'est ces fameux contrats. Et en effet, de 2000 à aujourd'hui, ça s'est multiplié, je crois par 30 le marché. Aujourd'hui, on est à peu près à 290 milliards de dollars d'échange entre les deux. Donc c'est sans doute là que se marque la présence de la Chine. Oui, alors je vais quand même différencier le commerce, donc importation-exportation Chine-Afrique, et les contrats. Parce que les contrats, ce sont des prestations de services gagnées par des entreprises chinoises à capitaux publics, donc publics ou privés. Et dans ces cas-là, donc, qui fait la part du gâteau la plus importante ? Disons que la Chine gagne environ le tiers des contrats de BTP, de construction en Afrique. Donc effectivement, les entreprises chinoises, encore une fois privées ou publiques, se taillent la part du lion du marché africain, notamment dans le BTP, dans la construction. Les ports, les routes, ils ont été extrêmement présents ces 2 dernières décennies. Là, il y a un arrêt, au moins au niveau des prêts. Je crois qu'ils ont chuté à 1 milliard en 2022, des prêts de la Chine à l'Afrique. Et ils étaient à près de 26 milliards en 2016. Oui, effectivement, la conjoncture économique en Chine ne va pas favoriser le prêt à l'étranger. Et donc, les banques chinoises, en difficulté parfois, ou les provinces elles-mêmes, vont être plutôt dans la tendance de garder l'argent dans la réserve de devises chinoise et de ne pas prêter à l'étranger. Notamment parce qu'il y a beaucoup de risques en Afrique comme ailleurs. Et donc, le risque de ne pas être finalement payé sur la dette est un risque que ne veulent plus prendre finalement les autorités chinoises et ou les banques chinoises. Donc, choix politique quand même, d'abord et avant tout. Avant tout, évidemment, puisque l'Exim Bank of China, qui est la première banque chinoise à prêter de l'argent aux pays africains, est gérée et tenue par l'État chinois. On est d'accord qu'en ce qui concerne l'Afrique, ça a été plutôt un tapis rouge déroulé aux investisseurs chinois, aux commerçants chinois, aux entreprises chinoises, avec des zones spéciales pour leur commerce. Oui, alors, il faut relativiser l'importance de ces zones qui ne fonctionnent pas bien en Afrique. Oui, très mal. Et donc, finalement, les capitaux chinois qui vont en Afrique, notamment investis, sont très limités, comme vous l'avez dit au début, et finalement ne vont pas jouer un rôle majeur dans l'industrialisation et le développement économique de l'Afrique. Il faut trouver d'autres passerelles, d'autres leviers dans ce cadre-là. Est-ce que par contre, elle joue un rôle majeur dans la réexportation des produits chinois fabriqués en Afrique, soit vers les États-Unis dans le programme AGOA, soit vers l'Europe ? Oui, c'est vrai. Et les commerçants chinois, les industriels ou les investisseurs chinois profitent effectivement d'accords bilatéraux, notamment ou multilatéraux, comme vous l'avez dit, avec l'AGOA, pour investir leurs
production ou leur production en Afrique et pourraient exporter ensuite vers des marchés, on va dire, plus développés. Du coup, quelle est la perception des Africains, et en particulier des dirigeants, de la présence économique chinoise? Forcément, ils vont plutôt être favorables à cette présence économique et financière, puisqu'ils ont besoin de capitaux pour investir chez eux. Donc, ils recherchent des capitaux. Les capitaux sont parfois présents en Chine, plus qu'ailleurs. Donc, ils vont favoriser le partenaire chinois. Maintenant, il y a des représentations assez différentes. Quand on parle de la population un peu lambda, dans les rues, à Abidjan, à Dakar ou à Douala, par rapport aux diplomates qui vont être évidemment plus enclins à favoriser ces relations sino-africaines. Réaction de la rue est différente? Oui, bien sûr, puisque ces personnes, ces gens, ces populations vont principalement voir la Chine à travers les produits made in China, qui en Afrique, il faut le dire, sont de très mauvaise qualité, puisque évidemment le pouvoir d'achat est bas, donc ce sont des produits de très faible qualité et à faible prix. Et quant aux dirigeants, quelle est leur perception? Ils voient la Chine pomper leurs ressources? Parce que vous le dites aussi au début du bouquin, après tout, la relation de la Chine avec l'Afrique rappelle la relation de l'Occident avec l'Afrique. Oui, ce sont les mêmes modalités d'intervention, finalement. Ce sont des interventions capitalistiques liées au capital en premier lieu. Donc, finalement, ça ne change... Vous iriez jusqu'à dire que c'est un colonialisme économique? Alors non, puisque le mot colonialisme est tout de même très... connoté. Oui, très connoté. Et puis, nous sommes en France, France 24, donc voilà. Je ne vais pas accoler, en tout cas, mettre en parallèle les deux mots. Mais effectivement, il y a des stratégies, des objectifs chinois qui sont prioritairement économiques et commerciaux, et la Chine se donne les moyens de les mettre en œuvre. Maintenant, un colonialisme, non. La stratégie des routes de la soie 2013 de la part du président Xi Jinping, évidemment, elle passe par l'Afrique. Ça a fonctionné ou pas? Alors ça a fonctionné notamment sur le littoral oriental. Donc les ports. Les 20 ports qu'ils ont soit construits, soit réhabilités. Oui, mais maintenant, là encore, il y a une différence entre construire, réhabiliter, aménager un port ou un terminal et l'exploiter. Et l'exploiter. Parce que là, c'est du long terme. Et alors, ça fonctionne pas? Si, ça peut fonctionner, évidemment. Les Chinois ont une grande expertise des ports, notamment à Shanghai, évidemment. Mais la présence n'est pas forcément à long terme, à part peut-être en Égypte et à Djibouti. Mais finalement, dans les autres ports, c'est de la présence à court terme, parce que finalement, ce sont uniquement des réhabilitations, aménagements ou constructions de terminaux. Donc c'est du court terme, c'est un contrat. Est-ce que vous sentez ce qu'on entend dire un petit peu, qu'il y a un retour des entreprises africaines et des chefs d'État africains, des dirigeants africains, vers les technologies occidentales, parce que, comme vous l'avez dit, ils sont en train de constater que les technologies sont pas très solides, quoi. Disons qu'on en a toujours pour son argent. Donc, si on paye pas cher, le produit, évidemment, n'est pas cher, mais il n'est pas forcément d'une qualité optimale. Et là, c'est toutes les normes, évidemment, qui vont jouer. Donc, évidemment, on va en avoir pour son argent, pour résumer. Donc, oui, certains chefs d'État, dirigeants, certaines élites africaines reviennent, entre guillemets, du produit chinois ou de l'infrastructure chinoise. Mais en même temps, si on veut des infrastructures, et il en manque beaucoup en Afrique, et évidemment, on ne peut pas mettre à chaque fois des milliards et des milliards de dollars dans chaque pont, dans chaque route, dans chaque port, etc. Le piège de la dette aussi, on en a beaucoup parlé. C'est quoi votre point de vue de chercheur là-dessus? Il a eu lieu ou pas, ce piège? Alors, de mon point de vue, non. En tout cas, en comparant avec le Club de Paris ou des pays occidentaux, pour moi, non, parce que les pays africains ont besoin de s'endetter. Et l'endettement est un produit naturel du capitalisme. Donc, il faut s'endetter pour investir. Investir dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. Les pays africains doivent se doter de ces infrastructures sociales, économiques, productives, etc. Donc, évidemment, ils doivent emprunter. Et la Chine a les moyens, en tout cas relativement aujourd'hui, mais a eu les moyens de prêter énormément. Donc, pour moi, l'investissement est normal. Donc, ils vont souffrir de l'arrêt des investissements chinois ou l'Afrique? Il y a des risques? Il y a des risques, oui. Parce qu'il y a beaucoup de risques, évidemment au Sahel déjà, des risques géopolitiques, sécuritaires, mais il y a effectivement des risques financiers également à long terme. Et donc, en empruntant auprès de la Chine, il y a non seulement le risque financier et économique, de ne pas pouvoir à chaque fois rembourser, mais aussi un risque politique, forcément. On trouve toujours une relation asymétrique des relations de l'Afrique avec les autres, que ce soit l'Occident ou la Chine. Tout à fait. L'asymétrie, c'est le maître mot, je crois. Dépendance, asymétrie, rente également. Ce sont trois mots-clés qui, pour moi, caractérisent assez bien les relations entre la Chine et l'Afrique, mais pas qu'aujourd'hui, depuis les années 60. Prise de conscience des dirigeants africains là-dessus aussi ou pas? Oui, des dirigeants africains, des entrepreneurs africains, des populations aussi africaines, des syndicats également, on n'en parle jamais, mais les syndicats également. Et donc, de mon point de vue, il y a une pluralité d'acteurs, ou de typologie d'acteurs, de types d'acteurs africains qui prennent conscience que finalement, la relation avec la Chine n'est pas idyllique. Et ça se concrétise par quels signaux, là, récemment? Eh bien, par la mise en concurrence, évidemment, des partenaires.
Donc la Chine, mais on oublie également l'Inde, la Turquie, le Brésil, les pays de la péninsule arabique, les Émirats Arabes Unis par exemple, et évidemment les pays occidentaux plus traditionnels. Donc on a une mise en concurrence générale, globalisée, qui parfois se fait au détriment des Chinois, des partenaires ou des acteurs économiques chinois. Qu'on retrouve sur les mêmes secteurs, l'énergie, le BTP, ou alors on les sent de plus en plus se diversifier. Alors, pour les acteurs économiques chinois, ils se diversifient depuis longtemps. Et maintenant, on les retrouve dans tous les secteurs, du juridique à la santé, en passant par l'agriculture, le sport, évidemment, l'infrastructure en général, l'énergie, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on les retrouve dans tous les secteurs en général. Et donc, pour l'Afrique, cette relation asymétrique, elle en tire une leçon aujourd'hui ou pas sur sa trajectoire avec l'idée de créer un espace commun avec un commerce peut-être intra-africain beaucoup plus important, qui soit ni lié à l'Occident, ni lié à la Chine. Alors si on parle de la ZLECAf, de la zone de libre-échange, elle est très critiquée. Très critiquée en interne, entre guillemets, donc entre pays africains et acteurs économiques africains. Je pense à Nubekpo, Kako Nubekpo par exemple, qui va la critiquer. Mais bon, toujours est-il qu'il faut davantage de commerce et de flux intra-africains. Ça, c'est essentiel. Maintenant, pour une remise en cause globale du partenariat avec la Chine, disons que c'est difficile parce que les autres partenaires, États-Unis en premier lieu, ne veulent pas prendre leur place. Voilà, ne veulent pas prendre leur place, ne veulent pas s'investir et fuient le risque. Donc, à un moment donné, il faut bien tout de même jouer avec la Chine, puisque c'est la seule enfin, l'une des seules en tout cas, l'un des seuls partenaires qui Et nous, les Européens, alors? Alors, les Européens, en parlant de la France, tout d'abord, on a, je pense, une carence en termes de politique africaine depuis au moins 20 ans. Donc, de mon point de vue, sans politique africaine, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Et mes collègues, Thierry Perrault en particulier, évaluent en tout cas cette relation franco-africaine et évaluent le fait que finalement le public est passé derrière le privé. Et donc les acteurs économiques privés français sont beaucoup plus présents maintenant en Afrique que l'État ne l'est. Merci beaucoup Xavier Oregan pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Ce Xavier qui vient de parler, ce Xavier qui a dit tant de choses concernant les rapports économiques et comment on appelle ça, l'Afrique, les rapports économiques entre l'Afrique et la Chine. Mais il a dit tout faux parce que il a dit tout faux. Moi, je dis qu'il a dit tout faux parce que l'Afrique a les moyens de rembourser ses dettes, a les moyens. Mais tu t'es pas posé la question pourquoi ces Africains, surtout ces trois pays qui sont appelés pays de l'AES, et ont décidé de prendre leur destin en main, ont décidé de travailler avec les personnes qui leur portent du respect, les personnes qui leur donnent de considération et les personnes qui veulent leur développement. Et pour dire plus simplement, travailler avec les personnes qui veulent faire du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant, c'est clair, il n'y a pas de tâche sur ça, on ne sait pas pourquoi on peut discuter sur ça. C'est-à-dire, tu viens, moi, je te donne de la matière première et toi, tu me construis des infrastructures. Ce qui veut dire que c'est moi qui fixe mon prix, c'est moi qui ai mon matériel, c'est moi qui dois exploiter ces matériels-là. Alors, je te fixe mon prix. Tu vas prendre une tonne de manganèse, je ne sais pas quoi, de bauxite, ou bien 10 tonnes. Excusez, 20 tonnes, je ne sais pas combien de tonnes tu vas vouloir prendre par rapport aux infrastructures que tu as eu à construire. Oui. Je sais combien je te vends par kilo. Donc, si ces infrastructures-là m'ont coûté 20 milliards, 10 milliards, 15 milliards, c'est équivalent de ça que tu dois prendre une matière première.
Je ne peux pas te laisser prendre plus que ce que tu as fait. Et puis, c'est pas toi qui vas fixer mes prix. Et c'est de ça, l'AUS parle. C'est de ça, l'AUS a parlé jusqu'aujourd'hui et nous met au devant pardon, de tout traité. Vous ne pouvez pas, tu ne veux pas venir prendre ma matière première et, comment on appelle ça, me fixer, moi, me fixer un prix à moi. C'est-à-dire que moi-même, ma marchandise, c'est toi qui fixes mon prix. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Mon frère, vous avez joué bidé. Moi, je dis que vous avez joué bidé du fait que aujourd'hui, nous ne sommes pas au 19e siècle ou bien au 1er siècle, disons. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes, nous avons les moyens nécessaires pour démentir toute information erronée. Toute information erronée. Vous ne pouvez pas passer sur la toile, sur les médias pour, comment je peux dire ça, propager des mensonges ou propager des contre-vérités. Nous allons sortir pour vous démentir, tout ce que vous avez dit. Parce que c'est comme on dit, la guerre des médias. Voilà, la guerre des médias, ça commence déjà. Ça, ils vont en faire plein. Mais sachez que nous, Africains, jeunes Africains, on est décidés de porter un démenti à tout ce que vous dites sur l'étoile. Donc, ne pensez pas que, comment je peux appeler ça, l'Africain va vous laisser, comment on appelle ça, propager des sottises par-ci, par-là. On va toujours sortir et dire quoi que ce soit. Vos mensonges là, nous allons vous faire comprendre que ça ne passera pas comme ça. Il a dit plein de choses. Et sur quoi encore il a parlé. Et, quand il parlait si la Chine voulait recoloniser l'Afrique. Oui. Si même tu ne veux pas dire le mot, mais c'est ce que tu penses. Mais sache que ce ne sera pas le cas. Tant que ces personnes-là, ces gouvernants d'aujourd'hui, de ces trois pays-là sont là, sachez que l'Afrique va toujours trouver un moyen de pouvoir s'échapper de ces chaînes coloniales. Vous allez voir que on ne va plus accepter que la France vienne piller encore l'Afrique. Parce que c'est elle qui a toujours cherché à piller l'Afrique. C'est elle aujourd'hui qui ne veut pas lâcher l'Afrique, ne veut pas donner cette indépendance-là. Sachez que on est décidé. Même si ce combat n'aboutit pas maintenant, les générations à venir feront ce combat-là, pourront vaincre ce combat-là, Vous pensez que c'est aussi facile comme ça de dominer une personne pendant une éternité? Non, on est debout. Et on va faire notre part. On va va pas vous laisser nous manipuler comme ça. On va manipuler à bout des champs. Non, ça passe plus. Yeah. En ce qui concerne encore, il a dit quoi encore? Et bon, si comme tu le dis,
l'Afrique cherche à se faire dominer comment on appelle ça, par la Chine. Regarde bien, voilà. Je ne sais pas si tu as suivi la rencontre des Africains entre la Chine. Va écouter ça et puis bon, tu vas essayer de comprendre. C'est-à-dire que c'est des paroles qu'on prononce là, mais c'est du concret qu'on veut voir sur les places publiques, sur l'Afrique. Parce que ils vont faire des traités là-bas. Avec ces traités-là, ils vont mettre ça en pratique et puis voir ce qui en est de ces traités-là. Moi, je vous donne d'ici dans 5 ans, vous allez voir cette Afrique-là ne sera pas comme vous avez connu il y a une centaine d'années. Vous pensez que quoi? Nous, on est là, on doit toujours accepter quoi. On doit toujours accepter.